together gotta find my way. The Lord need to stand up, get the better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à Quinqueliba. Je suis très heureuse de vous retrouver ce mercredi. C'est le 3e numéro de la semaine en plateau. Vous retrouverez Binta Charles pour la chronique Mais Alex. Et puis bien sûr, Ibou pour nous parler sociétal. 2 invités nous accompagneront jusqu'à 8h dans un petit moment. Alioune Badarakan se fera un plaisir de vous présenter leur profil. Mais vous le savez, si vous êtes un habitué de ce magazine, vous pouvez réagir tout au long de l'émission sur nos différentes plateformes digitales, poser des questions à nos chroniqueurs en plateau ou tout simplement à nos invités également. Nous attendons vos contributions au débat du jour. Les capsules habituelles seront au rendez-vous également aujourd'hui. Le coach Tandakha vous invite à bouger. La gym, bien sûr. Avant la gym, le bulletin météo avec nos partenaires de la Nassim. Et après 7h30, je vous proposerai de regarder le bulletin d'info de votre matinale Quinqueliba. Le sommaire est complet. Dans un moment, je vous retrouve en plateau avec l'équipe. En attendant, on découvre les prévisions du jour avec la Nassim. Bonne journée à tous et à tout de suite. Encore un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour votre bulletin météo de la Nassim. Il fera frais sur le littoral au courant de ce petit matin. Une légère clémence donc en termes de temps, avec une chaleur dans la journée qui va être carrément suffocante sur les localités est, mais aussi en partie au centre du pays. Avec l'animation satellite, nous verrons que le ciel au courant de cette journée donc sera parsemé de nuages sur l'ensemble du territoire, avec des moments d'éclaircies qui seront notés et des vents qui vont souffler essentiellement depuis l'océan sur les localités proches de la côte et de secteur est, donc dans les régions est du pays. En termes de prévision, nous verrons que les températures les plus élevées sont attendues sur la moitié est du territoire, des températures qui vont dépasser 40 degrés, comme Kaffrine qui enregistrera 41 degrés, mais aussi Kolda, 42 degrés entre Tambacounda et Matam, et à l'est carrément entre Kédougou et Baké, nous aurons les plus élevés qui seront à hauteur de 43 degrés. À l'opposé, sur le littoral, c'est des températures plutôt basses, moins élevées, avec 30 degrés attendus entre Thiès et Mbour, 26 degrés prévus à Saint-Louis. Et à Dakar, les températures n'excéderont pas 25 degrés. D'ailleurs, la température la plus basse qui sera recueillie au courant de cette journée. Le tout avec un ciel, comme je disais tantôt, parsemé de nuages au courant de ce mercredi. Donc, chers téléspectateurs, il fera frais au courant de ce petit matin, avec une fraîcheur qui sera notée sur les localités proches du littoral et dans les régions est, disons, et puis centre, voire même sud. La chaleur au courant de la journée sera très marquée. Des températures qui vont dépasser largement 40 degrés, tandis qu'il fera plutôt frais et bon au niveau de la capitale sénégalaise. Chers téléspectateurs, voilà qui met fait à votre bulletin météo. Nous vous invitons donc à suivre l'information météorologique en provenance de la Nassim à travers les réseaux que voici. Et vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue chez nous, merci de nous choisir.
Et dans un moment, je voulais annoncer l'équipe de ce mercredi matin s'installe en plateau pour vous. De nombreux sujets à aborder ce matin, des sujets d'actualité également, mais au-delà, dans nos chroniques également, des sujets qui vont particulièrement vous intéresser. Allez, on enchaîne maintenant. C'est la capsule du coach Tandara qui vous invite maintenant à bouger pour le retrouver en salle avec le coach Bou. Je vous l'annonçais hier, le coach Tandara sera en plateau avec nous jeudi. Demain donc, en attendant, eh bien, regardez ce qu'il nous propose ce matin. À tout de suite. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Merci de votre fidélité à votre émission Kenkeliba. Alors, Kenkeliba, aujourd'hui, on va avec un atelier qui s'appelle le soulevé de terre avec valise. Évidemment, on va faire travailler surtout les muscles des bras et avec le kettlebell, s'il vous plaît. J'ai l'habitude de dire ce matériel russo-américain avec ces kettlebells, mesdames et messieurs. Eh bien, on va travailler beaucoup de choses et surtout les articulations mobiles, mais aussi les articulations semi-mobiles. Évidemment, les muscles vont entrer en ligne de compte. Alors, toujours avec le même groupe, vous avez eh bien, Idi et Tamsir, les deux jumeaux qui vont encadrer le coach Bou dans cette gym, évidemment, avec surtout eh bien, une étude assez culturelle, assez physique. Et vous allez voir, mesdames et messieurs, c'est assez ludique, mais vous allez apprécier. Alors, mais avant d'aller plus loin, je vais donner la parole au coach Bou. Bonjour mesdames et messieurs, nous revoici ce mercredi. Donc on est là pour aujourd'hui vous présenter ce que c'est que le soulevé de terre à la valise, comme l'a si bien dit coach Tandara. Un exercice qu'on va utiliser, qu'on va proposer l'exécution de cet exercice parce que vous savez bien, avec cet exercice, il est similaire aux activités quotidiennes que nous faisons des fois à la maison. Souvent, on porte nos sacs à dos, souvent on porte nos valises, nos sacs à ordinateur. Donc cela nous dit, des fois, on travaille avec un seul bras. Et aujourd'hui, l'exercice qu'on va vous proposer, qui est le soulevé de valise, nous fait travailler sur ce point pour avoir une certaine mobilité ou bien avoir une certaine aisance durant l'exécution de certaines de ces activités quotidiennes. Donc très rapidement, on va l'utiliser avec un kettlebell d'où on va faire l'exécution avec. On se donne rendez-vous tout de suite dans les démonstrations et nous sommes toujours accompagnés bien sûr avec nos deux jumeaux. Alors, mesdames et messieurs, le soulevé de terre avec valise représenté ici par le kettlebell. Alors, le kettlebell sortait d'Estagnon. C'est vrai qu'on va penser eh bien, au matos russo-américain. Alors, on va changer de bras avec la main gauche maintenant. Et donc, c'est le bras qui travaille. Le bras gauche avec le kettlebell et toujours le coach Bou encadré par les jumeaux. Il s'agit évidemment eh bien, de Idi et de Tamsir. Absolument magnifique ce mouvement d'ensemble, évidemment. Et ça va revenir avec justement cette petite pec pour revenir, en tout cas. Alors regardez, avec rien que ce croisement des genoux, alors ceci va évidemment nous dire que l'exercice évidemment est terminé. Alors ici, c'est vrai que l'élongation, on va replacer les muscles, mesdames et messieurs, avec le groupe. Alors je rappelle les deux jumeaux, Tamsir, Idi, avec le coach Bou, et c'est fini. Donc vous avez vu ce que je vous disais par rapport à l'exécution et à comment on utilise l'engin qui est le kettlebell. Ça nous fait penser au sac que nous soulevons avec un bras. Et c'était juste l'essentiel pour vous dire qu'il faut impérativement faire des exercices similaires qui vont travailler unilatéralement et ça va participer à travailler aussi vos abdos. Merci, à demain, Inch'Allah. Voilà, merci coach Bou, merci également eh bien, à nos deux amis, les deux jumeaux, il s'agit de Idi et Tamsir. Alors, vous avez certainement apprécié leur faculté tout de même avec l'accompagnement avec le coach Bou. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, le rendez-vous, ce sera demain, mais demain,
là-bas sur le plateau. Alors le plateau, à vous tous, je vous salue et pour vous dire, Inch'Allah, j'arrive. Coach, n'oubliez surtout pas les lunettes demain sur le plateau. Je crois qu'on va tous porter ces lunettes rien que pour vous honorer. Merci pour cette capsule du jour. L'équipe est en plateau maintenant. Ils me rejoignent donc, Alioune Badara, Ibou et nos invités. Messieurs, venez. Qui vient d'abord? Alioune? J'aurais aimé que Ibou ouvre le bal, mais bon. Ibou. Allez, Ibou, docteur. Nos invités Voilà. qui s'installent également. Madame, je vous en prie. Et bien sûr, on va accompagner nos téléspectateurs jusqu'à 8h. Merci encore une fois de nous choisir ce matin aussi. Il est 6h40 exactement. Comment allez-vous? Ça va. Bien. Ah, Ibou, la phrase du jour, c'est? Ou le slogan du jour, ce sera? Comme d'habitude, on s'aimera toujours, on sera toujours ensemble. Donc soyons bienveillants les uns par rapport aux autres. Ah. Peu importe les vicissitudes. L'homme est au cœur, l'alpha et oméga de la présence sur Terre. Aimons-nous. J'adore. Le philosophe. J'adore, mon cher Ibou. Tu devrais venir tous les jours sur le plateau. Ça nous remotive. Bonjour, mon cher Alioune. Comment vas-tu? Bonjour, la reine. Ça va, bien réveillé aussi? Ça va, ça va. Pour le 3e numéro de la semaine, qui sont nos invités, ces charmantes dames qui nous accompagnent? Alors, deux grandes dames pour nous parler d'activités fort intéressantes. Hein. La première, bien sûr, honneur au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Est-ce la même dénomination? Voilà, donc ça reste et ça fera certainement plaisir à notre ami Binte Bokoum qui est de l'autre côté. Absolument. Madame ministère de la Santé et de l'Action sociale. Alors, ce ministère, ô combien important, représenté aujourd'hui sur ce plateau par le docteur Seynabou Mbow, qui est chef de bureau de la lutte contre les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Alors, elle reviendra avec nous sur, bien sûr, ce programme extrêmement innovant qui est Saytu Tension, une solution digitale pour mieux lutter contre l'hypertension artérielle. Donc, on reviendra sur le déroulé de ce programme. Comment vous l'avez pensé? Aujourd'hui, quels en sont certainement, peut-être, je ne sais pas s'il est déjà mis en pratique ou pas, les premiers résultats, les premiers acquis, la sensibilisation pour que les Sénégalais puissent l'approprier. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec notre invité, Dr Seynabou Mbow. Et à sa suite, on va faire un petit tour du côté de chez notre ami. Oui. Ça va lui faire tellement plaisir. Beau village du Sénégal. Sur la petite côte. Absolument. Non loin de Yen, Oui. la belle cité, Oui. le petit coin de paradis Dans la de même notre ami commune, Ibou. oui, absolument. Alors, à Toubab Dialaw, on fera la découverte donc de ce grand festival, Dialaw Festival. Alors, sur ce plateau, pour en parler, la co-directrice, Rachel Sigué Chenette, je pense que Chenette, voilà, c'est ça, donc je n'ai pas écorché le nom. Donc, Madame Chenette va nous entretenir donc, sur l'importance de ce festival, ses objectifs, parce qu'il s'agira véritablement de réunir plusieurs activités culturelles, allant de la danse à la musique, sans oublier bien sûr la poésie, la lecture. Donc, que d'activités pour ceux-là qui feront le déplacement. Et donc, on reviendra sur cela. Mais également sur le volet environnemental. Comment profiter de cette tribune pour davantage sensibiliser sur la préservation de la nature. Quand on sait que de ce côté-là, donc de la côte, voilà, on voit aujourd'hui les dégâts qu'occasionne l'avancée donc de la mer. Voilà donc les questions sur lesquelles nous reviendrons avec nos deux invités du jour. Très bien. Mesdames, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Seynabou Mbow, comment allez-vous ce matin? Je vais très bien. J'espère qu'il en est de même pour vous. Le quinqueliba? Oui. Alioune. Pas encore servi. Pas encore servi. Mais pour pas de ma part, Alioune. Rachel Sigué, Chenette, on le fera comment tout de suite. allez-vous? Bien réveillé également ce matin. Parfait, parfait, parfait. Et dans la deuxième partie de ce magazine, je vous l'ai dit, 2 chroniques ce matin. Binta Charles sera avec nous pour la chronique. Mais Alex, nous parlons donc de tout ce qui est arsenal juridique avec elle dans la deuxième partie de ce magazine. En attendant, eh bien, je voudrais vous inviter à réagir sur un sujet d'actualité. Mon cher Ibou, tu vas aimer parce que nous allons parler de cette rencontre entre le président Bassirou Diomaye Faye et les centrales syndicales, les organisations syndicales les plus représentatives. Les secrétaires généraux étaient donc au Palais de la République. Le président a également reçu le secteur privé. Vous le savez, il a annoncé à plusieurs reprises son ambition de baisser absolument les prix des denrées de première nécessité. Dans tous les cas, soulager les ménages, soulager les gorgorlous dont le président est sur le plateau avec nous, Alioune Badara. J'assure le secrétariat général. C'est vous dire à quel point les attentes sont nombreuses par rapport évidemment à tous ces chantiers-là. L'initiative commence par des discussions et des concertations. Ibou, comment apprécies-tu justement ces initiatives du chef de l'État? Très pertinente comme méthodologie de savoir que les acteurs sociaux, l'État, et peu importe la diversité et les points de vue de philosophie politique,
dès que c'est l'intérêt du Sénégal, tout le monde doit converger. Et le message qui est envoyé, il me semble, c'est la première fois avant qu'un nouveau gouvernement qui s'installe, il n'y a aucune décision que la masse peut dire que ce gouvernement l'a déjà prise. Par contre, les signaux qui sont envoyés, c'est rassurant de voir que ces centrales syndicales, qui ne sont pas tous dans une même unité, se retrouvent autour du président de la République. Je pense d'abord qu'il devrait rendre hommage au président qui a pris cette initiative. Déjà, quand on regarde le patrimoine physique qui existe, on voit les aînés et un nouveau président qui porte l'avenir. Donc, du coup, tout le monde doit être derrière. Est-ce qu'Alioune ne va pas te titiller justement sur cet aspect-là? Les aînés qui sont assis à côté... Les indéboulonnables, syndicalistes. Tu m'arraches le mot. Je ne voulais pas aller dans ce sens. Mais je veux dire, le sujet est venu sur les réseaux sociaux également. Les gens se sont posé la question. Le patrimoine visible. Oui, exactement. C'est ce qu'on voit. C'est visible, c'est palpable. Le président, il a 44 ans. Mademba Sok, il ne faut pas oublier que dans l'histoire du Sénégal, c'était la première fois où 3 jours consécutifs, dans ce pays, on n'avait pas d'eau parce qu'il y avait une grève. Mademba Sok est encore là pour proposer des solutions. Cela me rassure, dans la mesure où nous sommes dans un pays où fondamentalement, l'âge n'est pas un âge technique à la valeur occidentale, dans nos réalités. Prenons un exemple tout simple. Quand vous voulez vous marier, vous appelez qui? Les plus de la famille. Quand il y a malheureusement un décès, qui est là? Les plus de la famille. Quand on parle des choses sérieuses, de manière fondamentale dans ce pays, sociologiquement, on appelle les aînés. Et quand on se rend compte que là, le président, élu techniquement, démocratiquement, avec beaucoup de fierté, qui parle de Djoub, de Djoubel et de Djoubanti, mais c'est toute l'histoire, notre passé, le présent et le futur. Entouré de qui? Pour dire que techniquement, on est juste dans l'intérêt du Sénégal. C'est toute société. Je regrette légèrement qu'il n'y ait pas une femme dans la délégation. C'est vrai. Très honnêtement, ça aurait été plus palpant, ça aurait été quand même plus consensuel. Mais allons dans la méthodologie. Le chef de l'État qui les invite à venir, il ne les a pas envoyés vers le ministère du Commerce. Il ne les a pas envoyés au ministère des Collectivités. Il ne les a pas envoyés au ministère de l'Intérieur, ni chez son Premier ministre Ousmane Sonko. Il les a priés de venir être avec lui durant plusieurs heures. Ils ont parlé de quoi? Nous le saurons dans les jours à venir. Mais nous savons que l'attente, c'est quoi? C'est manger, c'est boire, l'électricité. Mais si on a ces 3 facteurs-là drastiquement réduits, mais vous vous rendez compte comment on va sentir le vent du bonheur? Je ne parle pas de progrès, je parle de bonheur. Ce gouvernement-là sent le bonheur. Je vous le dis, ça sent le bonheur. Dans les rues, ça sent le bonheur. Dans les foyers, ça sent le bonheur. Et même ici, ça sent le bonheur. Et d'en parler, on est dans le bonheur. Soyez honnêtes. C'est vraiment le bonheur parce qu'il a réussi à nous arracher. Voilà. Le sourire. Voilà, le sourire. Hein, c'est vraiment le bonheur. On n'a pas eu les images, mais de temps en temps, ce serait bien qu'on puisse filmer aussi les techniciens. Vous verrez. Hier, on avait notre technicien Mohamed Mbaye qui est arrivé. C'est la première fois, je vous assure, en 13 ans que je le vois assis, en costume cravate. Il a rajouté le petit mouchoir dans la poche. Absolument. La montre, c'est-à-dire le look était complet. Comme on dirait, il était sur son 41. Pas 31, 41. Je n'ai pas compris. J'ai dit, Mohamed, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, non, je me sens bien, c'est tout. C'est un gouvernement de bonheur. Mon cher Alioune. Bon, que dire de plus, ça, après ce vibrant plaidoyer de Ibou? Mais je pense que, hein, la question sur la représentativité au niveau de ces syndicats des femmes, ça reste aussi, j'ai envie de dire, un véritable problème. C'est vrai que les femmes doivent davantage militer parce que les passes ne sont pas données, mais il y a aussi des facteurs qui font que malheureusement, à certains postes clés, les femmes n'arrivent pas à être choisies. On a l'impression que les hommes font exprès de ne pas nous laisser ces places-là. C'est pas que les hommes font exprès, c'est qu'il faudrait que les femmes s'organisent davantage. Parce que dans les centrales syndicales, c'est elles qui sont majoritaires. Mais souvent, on ne fait appel à elles que pour les besoins de la fameuse marche du 1er mai. Hein, elles sont bien habillées et tout, elles acceptent ce rôle. Hein, ce rôle véritablement auquel on les cantonne depuis tant d'années. Je pense que c'est aux femmes également de choisir parmi elles des leaders qui pourraient être portés au pinacle et qui pourraient les représenter dignement donc, dans ces grandes instances syndicales et qu'on puisse voir un jour le plus grand leader syndical être une dame. C'est bel et bien possible. Absolument. Mais il faudrait que les femmes se mobilisent. On a vu par exemple lors de la dernière présidentielle le score en tout cas obtenu par, je pense, la seule représentante de la gente féminine. Oui, en Tababatka. Peut-être que les dames n'ont pas tellement voté pour elle. Hein? Et à chaque fois, ça revient, on va parler de vote utile. Non, c'est pas une question de solidarité féminine. Mais je sais, mais
faudrait, mais dès l'instant qu'il y a une dame qui ose au moins, mais il faut lui donner les chances de pouvoir s'imposer davantage dans le landerneau politique. Ça veut dire que si elle s'était sortie avec un bon score, ça lui aurait permis véritablement, selon moi, de se préparer pour les prochaines échéances. Les enjeux de cette présidentielle étaient au-delà de ça. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire, par exemple, vous pouvez voter pour un candidat. Vous savez qu'il a peu de chances au moins de passer. Mais vous votez pour lui, pour qu'il lui permette demain d'avoir véritablement une certaine assise et de pouvoir compter dans le landerneau, dans le jeu politique. Au moins, histoire de le préparer ou de la préparer. C'est ce que je dis. Mais avec le score qu'elle a obtenu, peut-être que ça va refroidir les ardeurs peut-être de dames qui voudraient demain faire de la politique. Mais bon, cela c'est juste une digression. Hein, voilà, mais ce qui ne nous éloigne pas trop du sujet, parce qu'on parle la même chose, hein, c'est vraiment le même sujet. Il faudrait que les femmes davantage puissent s'imposer et qu'elles se contentent plus de ces second rôles qu'on leur accorde dans les instances syndicales. C'est bien, Mme Bossok, Morigiro, c'est un ami et tout cela, mais il faut se dire la vérité. Il est temps aujourd'hui quand même qu'ils puissent préparer la transition et donner le témoin à d'autres figures beaucoup plus juvéniles qui pourraient bien porter le combat donc, de ces grandes masses que sont les travailleurs. C'est ça. Voilà, parce que ça aussi, il faut que cette question qu'on la pose sur la table. Je pense que l'année dernière, on avait fait même un plateau, oui, dédié au renouvellement des instances syndicales avec pourquoi pas l'entrée en force de jeunes. Bon, le débat, ça a été vraiment un débat assez passionnant et tout cela. Il y avait des idées qui avaient germé et tout cela. Mais quand je vois toujours nos fameux papis faire de la résistance, je me dis que ces jeunes-là, il faudrait également qu'ils se battent pour occuper les postes clés. C'est ça. Mais c'est bien la démarche du président de recevoir au Palais de la République les centrales les plus représentatives parce que sans donc l'engagement des travailleurs, toute action sociale, en tout cas du gouvernement, est vouée à l'échec. Il faut d'abord apaiser le climat social, comme on dit, avoir leur assentiment, leur engagement pour réussir en tout cas la politique sociale tant souhaitée par les Sénégalais. Je reviens vers toi tout à l'heure. Docteur Seynabou Mbo, comment appréciez-vous justement cette démarche du chef de l'État allant dans les sens rencontrer les centrales syndicales? Je pense que c'est une démarche quand même très louable. Hein. Ces instances de dialogue pour pouvoir bien discuter avec ceux qui sont au niveau opérationnel. Toujours important. Donc, tout à l'heure, il parlait de représentativité féminine. Juste dire que nous, par exemple, au niveau du ministère de la Santé, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes. Si on regarde la division dans laquelle je suis, la division de lutte contre les maladies non transmissibles, si je ne me trompe pas, on est à peu près 18, mais nous n'avons que 3 hommes. Tout le reste, ce sont des femmes. Donc, il faudrait qu'on puisse nous imposer dans ces instances, pouvoir occuper les bonnes places et pouvoir vraiment faire un bon plaidoyer par rapport aux droits des femmes sur le monde du travail. Tout à fait. C'est très important. On est dans une ère où il faudrait que ces femmes-là puissent être au devant et dans ces grandes instances pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Absolument. D'autant que le débat s'est posé également par rapport aux membres du gouvernement en disant quelle est la place, la représentativité des femmes sur le nombre justement de ministres choisis. Mais au niveau du ministère de la Santé, quand même, il y a eu beaucoup de femmes qui ont occupé le poste de ministre. Contrairement à d'autres ministères où on a eu des femmes. Mais à votre, au niveau du ministère de la Santé, oui, absolument. Un petit commentaire, Rachel Sigué-Chenette. Oui, tout à fait. Comme vous expliquez, en fait, c'est important que les femmes aussi prennent le devant sur certains métiers. Mais on voit bien que dans certains métiers, en fait, ce sont les hommes qui sont en première ligne. Mais j'espère que les choses vont changer et que les femmes vont prendre plus de responsabilités. Après, le fait aussi que les femmes portent le foyer, c'est une réalité aussi. Et donc, les femmes ont beaucoup de choses à gérer dans leur quotidien. Donc, voilà, il y a ça aussi qui a à prendre en compte. Et pour vous dire, certains disent que lorsqu'il y a des réunions syndicales, les hommes font exprès de retarder les choses. Les élections jusque tard, vers 20h. Imaginez à 20h, il faut s'occuper des enfants qui vont à l'école le lendemain, il faut préparer le dîner. Donc finalement, à un moment, les femmes sont obligées de se dire, bon, on va s'éclipser parce qu'il faut qu'on y aille. Donc on reste entre hommes et... C'est vrai, il y a beaucoup de pesanteurs sur elle. C'est ça, on vote. On termine à l'une parce que je voudrais que tu dises un petit mot également sur la baisse du coût de la vie qui nous étouffe finalement, des leviers que, évidemment, le gouvernement, le chef de l'État lui-même voudrait activer. Dans ce sens, il a également rencontré le secteur privé aussi. Mais bien sûr, ça, c'est l'une des grandes attentes de Gorgorou. Hein, mais il ne faut pas s'attendre à un miracle dès les premières semaines quand même de présidence de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Moi, je ne m'attends pas à ce miracle. Il va falloir d'abord assainir les bases, les fondamentaux avant d'envisager des baisses drastiques. Parce que si on veut parler vraiment de baisse, je ne parlerai pas de baissette. Parce que quand je parle de baissette, c'est quoi? Baisser là 15 francs, 10 francs, 25 francs par-ci par-là. Voilà, faire croire aux populations qu'on a baissé, alors qu'en vérité, c'est du pareil au même. Pour moi, cela n'a aucun sens. Si
c'est du populisme. Donc mieux vaut prendre le temps voilà, d'assainir les finances publiques, hein, de discuter avec les vrais partenaires, d'activer les vrais leviers pour une baisse significative. Ça, c'est important. Il ne faudrait pas que les Sénégalais mettent la pression quand même sur les nouvelles autorités, au point de les pousser à faire des baisses qui n'auront aucune incidence sur notre quotidien. Je crois que voilà, ils y sont. Je sens de la méthodologie parce que je m'inspire un peu de l'analyse de Ibou. On sent que vraiment ils y vont avec beaucoup de méthodes, avec beaucoup de pondération et qu'ils savent là où ils veulent aller. Hein, parce que déjà les premiers actes posés quand même nous rassurent. Hein, parce que le fait déjà d'associer les véritables partenaires sociaux, d'éviter le même jour au Palais de la République les syndicats, après le privé national, je pense que ça c'est une bonne démarche. Et vous ne pouvez pas faire de baisse significative sans l'apport, sans l'engagement bien sûr, surtout du privé national. Et quand on parle du privé national aussi, il faudrait davantage l'accompagner. Il faudrait qu'on ait l'habitude de voir au Sénégal le président de la République, quand il recevra en tout cas ses hôtes étrangers, qu'il soit entouré d'hommes d'affaires. Et qu'il voyage même parfois avec ces hommes d'affaires sénégalais. Toujours ça voyager arrive, avec eux. Absolument. Quand vous voyez les autres, écoutez, les autres dirigeants, quand ils viennent au Sénégal, le président turc qui débarque au Sénégal, la majorité de sa délégation est composée d'hommes d'affaires turcs qui viennent pour gagner des marchés au Sénégal. Tout à fait. De la même sorte également, le président de la République du Sénégal doit être le principal promoteur de son privé national. Parce qu'avec un privé national fort, vous allez créer davantage d'emplois. Et quand vous créez davantage d'emplois, les revenus seront beaucoup plus importants. Et par ricochet, bien sûr, voilà, le coût de la vie sera moins compliqué pour le Sénégal parce qu'il y aura davantage de quoi faire face donc à ce coût de la vie là élevé. Donc ça c'est vraiment à saluer et je pense que voilà, moi je suis vraiment optimiste aussi. J'attends les premières mesures, mais de fortes mesures, donc pas dans la précipitation. Attendons le temps, prenons le temps de bien analyser tout cela pour que le Sénégalais puisse voilà, toujours être dans ce bonheur là. Hein? Voilà. On est mercredi, Conseil des ministres aujourd'hui. Je suis persuadée qu'à 20h, tout le monde sera au rendez-vous. Et on attend avec impatience ce deuxième communiqué du Conseil des ministres. Avec le nom éventuellement de Ibouba. Hein. Tu as été consulté, Ibou Il a tellement apporté à ce pays. Ne dis rien. On verra. On verra. Restons l'ombre dans tous les l'habitude cas. d'avoir son quota dans le gouvernement. Je suis d'accord. On est à notre quota. Hein. Ah oui? Ah oui. Dans ce gouvernement? Mais bien sûr, vous vous souvenez du docteur Alun Dione, que l'on a à recevoir sur Kinkeliba, le nouveau ministre de la microfinance. Hein? Il a fait le plateau. Hein? Très bien. Et certainement, si je fouille encore dans ma mémoire, peut-être je vais trouver un autre. Hein? Donc, on a notre quota. Hein, on va regarder davantage la liste. Et puis, bien sûr, on suivra tout ça. Je rappelle tout simplement qu'à partir de 20h, le JT, à ne plus rater. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder sur les réseaux sociaux et en direct. Merci de votre fidélité. On avance. On passe au sujet de Ibou de ce matin. Un sujet qui est un peu lié à tout ce dont nous parlons ce matin. Baisse du coût de la vie. Eh bien, quand on dit baisse, c'est pas seulement pour les denrées de première nécessité, je veux dire tout ce qu'on mange dans notre assiette, le pain, pour nous autres les céréales, ce n'est pas que ça. Dans le numérique aussi, il faut penser à baisser les prix. On est dans la continuité. Le Conseil des ministres passé, le chef de l'État recommande sur 7 points qui va de la souveraineté pharmaceutique, qui va de la souveraineté culturelle, économique, monétaire. Mais le point qui m'interpelle, c'est le numérique. En parlant de souveraineté numérique, on peut s'interpeller, en réalité, c'est quoi la souveraineté? Mais avant le numérique, un État, c'est quoi? C'est une partie géographique qu'on appelle le territoire, le principe philosophique, donc quel modèle libéral ou sociaux ou démocrate, etc. Mais surtout, ce qu'on appelle l'autonomie, l'indépendance. Le numérique qui arrive, le numérique n'a pas de frontières, c'est comme l'oxygène. Un peu partout, je peux être là, je suis au Pérou, etc. Et j'ai fait mes activités. Mais tout ce que j'ai fait comme activité, ce qu'on peut appeler comme tracé, techniquement, on l'appelle les données. Mais on n'a pas l'information. Il faut extraire les données, les traiter pour avoir l'information. Mais madame, quand vous allez avec 1 giga sur Internet, mais c'est 1 giga de vos données que vous mettez à la disposition d'Internet. Mais qui sont ces interlocuteurs? Vous ne les connaissez pas. Est-ce que vous pensez, ici au Sénégal, demain, qu'on nous dise qu'on va privatiser notre armée? Qui serait d'accord? Moi, je ne serais pas d'accord. Et personne ne serait d'accord. Tous ceux qui nous regardent ne seront pas d'accord. C'est la preuve donc que la souveraineté, c'est quelque chose qui nous identifie à notre dignité, à notre nation, à notre peuple. En prenant un élément de souveraineté sur le numérique,
Mais les données là ne circulent pas comme ça. Ça circule à partir d'une infrastructure. Mais l'infrastructure, est-ce qu'on a la cartographie de notre infrastructure intégrale? Parce qu'il ne faut pas oublier, toute activité qui est menée par n'importe quelle entité jusqu'à arriver à un seuil dépendant de l'indépendance de la nation mérite d'être retournée vers nous. Il n'y a pas de terme de nationalisation. Ce n'est pas dans ce cadre-là que je vous parlais. Mais je vous parlais que quand même l'État ne gagne pas beaucoup avec les télécoms. C'est extrêmement faible ce qu'on gagne. Non seulement l'État gagne de manière très faible, mais d'un autre côté, le gorgorlo qu'Alioune Badara est le président, nous souffrons des prix, des coûts pour pouvoir acheter nos données. Oui. Donc c'est là en ce moment qu'il nous faudrait aller beaucoup plus dans une dynamique de baisse. Mais comment faire la baisse si les financements des télécoms viennent de manière exogène? Vous n'avez pas une grande maîtrise. C'est ça. Donc il y a deux paramètres d'abord. La cartographie de nos infrastructures, que l'État, quand même, s'il ne détient pas au moins la majorité, mais l'intégralité. Et puis on arrive dans un monde où vous pensez que les États-Unis vont prendre leurs infrastructures et donner ça à des privés. Vous êtes dans la santé, il me semble. Il y a 15 ans, avant le numérique réellement, qui est devenu de masse, un médecin m'avait dit que les gens étaient capables de ne pas se soigner pour aller manger. D'ailleurs, on le dit même, quand vous êtes un peu souffrant, mangez un bon dahin quand vous allez suivre, vous allez être bien. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Mais dans la priorité maintenant actuelle, nous savons tous, il faut d'abord la connexion, manger et se soigner. Est-ce que l'État va croiser les bras, attendre que le privé décide? Mais pourquoi les prix sont si élevés? Qu'est-ce qui nous empêche de baisser ces prix? Est-ce qu'on va continuer à payer autant de francs? Savez-vous que dans mon village, vous prenez 20 000 adultes, parce qu'on a une population de 55 000. Le plus beau village du Sénégal, dont tout le monde est d'accord, Yen Dialao. Vous prenez 20 000 adultes qui payent 1000 francs de connexion par jour. Allez, prenons juste 100 francs. Oui. Prenons juste 100 francs. Vous vous rendez compte que c'est 2 millions de francs? Et que vous multipliez ça sur juste la moitié de l'année. Allez, 180 jours comme ça. Mais vous vous rendez compte du coût? Donc il est grand temps qu'on se pose sur la table, que les acteurs du télécom aillent dans une baisse réelle, pas une supposée baisse. Pas une baissette. Une baissette. Et la pire des choses, notre jeunesse est aspirée à se coucher très tardivement, juste pour pouvoir se connecter avec des miettes de 1 giga, de 4 gigas. Mais quand même, soyons plus dignes quand même. On est arrivé avec un gouvernement du bonheur. On est arrivé avec l'espérance du bonheur. Et nous allons vers le bonheur. Et pour aller vers ce bonheur-là, impératif que chacun dans son domaine d'activité puisse contribuer de manière très simple. Les gens veulent se connecter, ils veulent manger, ils veulent se soigner. Mais faisons-le. Vous voyez les activités connexes qui existent à partir d'une connexion. Je suis à Ngaï, j'ai des chaussures, j'ai ma connexion, je distribue et je fais livrer. Les opportunités sont nombreuses. Mais tout ne peut pas être salarié. C'est ça l'entrepreneuriat. Mais si le premier intrant me coûte énormément, et puis vous n'avez pas remarqué qu'aux États-Unis d'Amérique déjà, en 1995, non, le lundi 27 mai 1996, quand vous êtes à New Jersey et que vous appelez dans un autre État de New Jersey, c'est gratuit. Pourquoi je ne serai pas à Grand Dakar et à partir de là, appeler un autre numéro d'un opérateur et que ça soit gratuit? Même la France le fait. La France qui est là, notre voisin, nos cousins gaulois, qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire dans ce pays? Nous avons un gouvernement de bonheur, nous allons vers le bonheur, que tous les concernés aillent avec un prix du bonheur. Oui. Alioune sur le sujet. C'est important parce qu'on parle de baisse, justement. Et ce n'est pas un nouveau débat qui arrive sur la table. Hein. On a toujours dénoncé le fait que les opérateurs nous appliquent des prix, surtout en ce qui concerne la connexion, qui est aujourd'hui une nécessité. Internet est une nécessité aujourd'hui. Ce n'est plus du divertissement. On en a besoin au quotidien pour des raisons de survie, j'ai même envie de dire. Et donc, il est impératif que nos opérateurs réfléchissent à baisser encore et davantage les prix d'accès à Internet. Mais bien sûr, je pense que quand même, si on voyage un peu par rapport, en faisant un travail comparatif avec les pays de la sous-région, on a un bon taux de couverture d'Internet quand même sur le territoire sénégalais. Ça, quand même, on peut le dire. Des efforts significatifs ont été faits. Mais par contre, c'est au niveau de la tarification, il faudrait davantage encore faire d'efforts pour que ça soit beaucoup plus accessible. Parce que c'est devenu une nécessité, comme il a dit, à l'image de la santé, de la nourriture et tout. C'est devenu une nécessité vitale, même pour l'économie.
Hein, on bloque par exemple Internet, voilà, une journée, c'est des pertes sèches en tout cas pour l'ensemble des acteurs qui sont dans cet écosystème-là. Donc je pense que cette baisse-là, elle est vraiment attendue, alors elle est possible. Parce que les opérateurs quand même font des tarifs, font des bénéfices colossaux. Colossaux. Mais en retour, ils ne font pas suffisamment d'investissement pour rendre accessible donc, le net. Je donne l'exemple toujours de ma chère cité, tu vois, un peu là, l'un des autres coins de paradis également de la zone, hein, de la région de Dakar, hein, bien sûr après Yen Diallo. Mais vous imaginez, on est en 2024 et jusqu'à présent, Tivaouane ne dispose pas de la fibre. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Et c'est là où l'on attend vraiment la RTP. Parce que la RTP, son rôle, c'est vraiment d'imposer cela aux opérateurs pour qu'ils fassent les investissements nécessaires pour que tout Sénégalais puisse disposer du net, en tout cas de la fibre, s'ils le souhaitent. Et ça, ils ne le font pas, ils traînent les pieds parce que derrière, il n'y a pas tellement de pression. Et cela ne peut venir que de la RTP, en tout cas de l'État, parce que la RTP est son instrument donc dans le partenariat avec donc les opérateurs. Mais vraiment, c'est une doléance qui est voilà, largement partagée, unanime à travers le pays. Et nous attendons encore des efforts de ces opérateurs-là. Docteur Mbo, Internet ? Oui, actuellement, je pense que dans le domaine de la santé, c'est devenu un bon moyen pour la prise en charge, depuis la prévention jusqu'au traitement des patients. Tout à fait. Et je pense que tout à l'heure, on va parler un peu de cette solution digitale qui utilise un peu le numérique. C'est ça. Sans oublier la télémédecine. Il faudrait qu'on puisse rendre ça accessible un peu partout. Dans les zones un peu reculées où on n'a pas de spécialistes sur place, qu'on puisse vraiment en tirer profit. On est dans une ère où c'est indispensable qu'on puisse avoir accès à l'Internet. Ce n'est plus un luxe comme il l'a dit. Et sur le coût ? Sur le coût, il faudrait quand même qu'on ait une réduction du tarif. Parce que nous, par exemple, si on veut utiliser le canal des systèmes de messagerie, passer par les opérateurs téléphoniques, il y a un coût quand même qui est un peu qui décourage quand on regarde, quand on calcule. C'est assez énorme. Bien que quelquefois il y a des conventions qu'on signe avec les opérateurs téléphoniques, mais quand même ça mériterait que ça soit gratuit. Parce qu'en matière de santé, c'est pour la prévention. Ce serait bien que ça soit gratuit. Voilà. Je vous laisse placer un commentaire, Rachel Sigué-Chenet. Oui, alors déjà, je suis d'accord avec monsieur sur le fait que Yen Diallo est la plus belle commune du Sénégal. Je confirme. Donc, je partage cet avis. Mais plus sérieusement, l'accès à Internet, c'est très important, surtout pour l'accès dans notre domaine à l'art et à la culture et à l'information. Et donc, réduire le coût également pour que la jeunesse puisse avoir cet accès-là à l'information serait bénéfique pour tout le monde. Souveraineté numérique. Une dernière question pour toi, Ibou. Oui. Est-ce que cela passerait par augmenter le nombre d'opérateurs, par exemple, ou renforcer les prérogatives de Sénégal numérique, et ça, par exemple? Parce que là, on est dans les solutions. Les deux. Pour Sénégal numérique, je vais être très tempéré puisqu'il y a une réflexion derrière. Ce qu'il faut tenir compte, c'est un bon instrument. Comment faire, comment piloter, comment orienter, ça, ce sera les ajustements à faire. Mais maintenant, sur réellement la souveraineté, ce qui peut concerner sur le point d'alerte, c'est sur nos données. Je suis convaincu que Google connaît mieux les Sénégalais que l'État du Sénégal. Au-delà de l'identification qui est une propriété et même pas exclusive de l'État, toutes nos autres activités sont chez les privés. Tout récemment, durant la campagne électorale, certains, dont moi, ont reçu un SMS, et ce SMS reçu, je ne l'ai jamais donné à ce candidat qui me demandait de voter pour ce candidat. Ce qui veut dire que donc, mes propres données, officieusement plutôt, ont été tronquées et violées. Je ne peux pas vivre dans un état de droit positif. Je ne dois pas vivre au Sénégal au moment où on est dans le bonheur et nous allons dans le bonheur conforté et qu'on puisse violer nos données comme ça. Donc dans la souveraineté numérique, le ministre de l'économie numérique qui vient d'arriver a de grosses charges. Heureusement que le Premier ministre lui a proposé très rapidement de proposer un plan d'action. Le point d'alerte, c'est de voir que les privés et les acteurs de l'État, Sénégal numérique, c'est un acteur de l'État, par rapport au privé, il faudrait carrément que la densification positive soit beaucoup plus au niveau de l'État. C'est comme on a fait avec l'eau. On ne peut pas laisser comme ça les privés gérer nos données comme ils veulent et puis n'importe comment. Soyons honnêtes, c'est ça la réalité. L'État doit reprendre les choses en main.
l'État perd. Et l'État, quand même, a besoin d'argent. Vous savez, si c'était que moi-même, j'allais faire ce qu'a fait la France tout récemment avec l'énergie. J'allais faire ce que l'Iran a fait dans les années 80 avec le nucléaire. J'allais faire comme ce qu'a fait les États-Unis d'Amérique. J'allais faire ce que comme a fait l'Allemagne. J'allais faire ce que comme a fait la Turquie, comme a fait la Russie. Il y a un instant, ce qui permet de souveraineté, vous tenez ça et vous donnez à petites gouttes. Dans tous les cas, ce n'est pas de prendre des 100%, mais de prendre au maximum et de distribuer. Très bien. Merci mon cher Ibou. Chronique très intéressante ce matin. Et d'ailleurs, on attend l'avis de nos téléspectateurs également sur nos plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Vous le savez, nous sommes en direct. Il est 7h09 exactement. On passe à la première partie de la rubrique invitée. Allez, 7h10 maintenant. Les deux sujets sont liés puisqu'on va parler d'un outil qui a besoin justement du numérique pour bien fonctionner. On va notamment parler du programme Seitou, c'est bien cela, Seitou Tension. Ça nous intéresse tous. Et je rappelle que Dr Sena Bumbo, qui est notre invité pour en parler, est chef du bureau à la division de lutte contre les maladies cardiovasculaires et métaboliques qui nous inquiètent tous d'ailleurs maintenant. C'est devenu des sujets de santé publique, comme on dit. Effectivement. C'est ça. Prioritaire, hein. Oui. Mais que de sujets liés, hein. Bon, parce qu'entre le numérique et la santé, on parle aussi de la télémédecine, mais entre la santé et la danse, les activités culturelles, on ne peut pas faire de la danse voilà, sans être en très bonne santé. Donc d'où l'importance de la santé. Hein. Elle doit être surprioritaire dans toute politique publique. Et donc on va parler de cela encore aujourd'hui avec notre invité, Dr Seynou Bumbo, comme tu l'as rappelé, chef de bureau de la lutte contre les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Hein. Ces maladies non transmissibles qui font tellement de ravages, tellement de dégâts dans notre société, surtout l'hypertension artérielle. Hein. Et la solution, la dernière en tout cas que vous avez trouvée, c'est voilà, Seitou Tension. Seitou Tension, c'est une solution qui passe par le digital. Alors comment elle se traduit en acte? Par exemple, un Sénégalais qui voudrait profiter de Seitou Santé, comment il doit procéder? Voilà. Donc je pense que je vous remercie d'abord de nous donner cette opportunité de parler de Seitou Tension. Seitou, c'est un mot wolof. Oui. Voilà. Tout le monde le connaît. Seitou, aller voir, checker, savoir des choses sur la tension artérielle. Et Seitou, on l'a développé à partir de faits. Vous l'avez dit tout à l'heure, les maladies non transmissibles actuellement posent un réel problème de santé publique. C'était un problème auparavant, on pensait que c'était dans les pays riches qu'on les voyait, mais malheureusement, ce n'est plus le cas. On est en phase vraiment de transition épidémiologique. Maintenant, nos pays sont confrontés au double fardeau. Nous avons les maladies transmissibles d'une part, ces maladies non transmissibles d'une autre part. Si on regarde pour le Sénégal, les dernières estimations qui ont été faites par l'Organisation mondiale de la santé, qui date de 2019, 45% des décès sont dus aux maladies non transmissibles au Sénégal. Donc disons que la moitié des décès sont dus aux maladies non transmissibles. Et dans ce lot des maladies non transmissibles, nous avons des maladies non transmissibles majeures, parmi lesquelles les maladies cardiovasculaires, avec à la tête l'hypertension artérielle. Oui, l'hypertension. L'hypertension artérielle, si on regarde un peu dans le monde, il y a 1 milliard de personnes qui vivent avec l'hypertension artérielle. Au Sénégal, on a des données quand même. La première enquête STEPS, c'est une enquête qui est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour avoir la prévalence des facteurs de risque liés à ces maladies. Parce qu'on sait que les facteurs de risque sous-tendent la survenue de ces maladies non transmissibles. Il y a la sédentarité, il y a la mauvaise alimentation, il y a le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, l'obésité. Le stress avec la recherche effrénée de la dépense quotidienne. Voilà. Tous ces facteurs vont concourir à la survenue de ces maladies non transmissibles. Et l'enquête qui avait été faite donc, en 2015 avait révélé qu'une personne sur 3 au Sénégal était hypertendue. Wow. Et ça, c'était rien. Si on regarde un peu, cette tranche d'âge de 18 à 69 ans, en fait, c'était la population qui était concernée pour l'enquête. On avait remarqué que presque 46% de cette population ne savaient pas leur statut par rapport à l'hypertension artérielle. Et on parlait plus même, hein? Voilà. Ils ne faisaient pas le dépistage, c'est-à-dire n'allaient pas pas un médecin, mais un prestataire de santé, ne serait-ce que pour prendre la tension artérielle et savoir si elle est normale ou bien elle est anormale. C'est que dans nos croyances également, on se dit, bon, dès que vous allez à l'hôpital, ils vont vous trouver quelque chose. Voilà. Ça, les médecins, dès que tu vas bien, tu es en mode, je vais bien, donc pourquoi aller y aller?
Donc, c'est à partir de cela, on s'est dit, là, c'est important de renforcer le dépistage. Et pour renforcer ce dépistage, il faudrait qu'on puisse sensibiliser, que cette population puisse connaître cette pathologie. Absolument. On l'appelle le tueur silencieux, parce que la plupart du temps, il n'y a pas de signe. Dans la majorité des cas, on n'a pas de signe. On vit avec, et puis c'est c'est une découverte fortuite. On vous dit que voilà, vous êtes hypertendu. Oui. Et à côté de ces données qu'on a, qui datent de 2015, à Dakar, avec l'appui de nos partenaires, il y avait la Fondation Novartis, IntraHealth International, on mettait en œuvre à Dakar un projet sur la santé urbaine pour vraiment renforcer la prise en charge de l'hypertension artérielle dans des districts de Dakar. À la fin de cette première phase, on a remarqué qu'on avait vraiment un faible taux de dépistage. Donc les gens ne venaient pas, ne fréquentaient pas les structures hospitalières pour qu'on puisse les suivre. Et l'autre côté aussi, c'est par rapport aux patients qui étaient hypertendus. Il y avait un problème par rapport à leur suivi. Ils ne se faisaient pas suivre régulièrement. Et ça faisait de sorte qu'on avait une augmentation des complications. Et vraiment, l'hypertension artérielle, c'est une pathologie qu'on peut contrôler de manière très simple, en observant des mesures hygiéno-diététiques, en prenant les médicaments, on arrive à contrôler sa tension artérielle. Et là, on réduit drastiquement le risque de survenue de complications. Donc, ce projet mis en œuvre, évalué, on a vu que vraiment il y a un problème. Il faudrait qu'on puisse voir comment toucher cette population qui est là et qui ne part pas dans les structures sanitaires, pour qu'on puisse ne serait-ce que faire le dépistage une fois par mois, aller voir un médecin, faire un petit check-up, voir où est-ce qu'on est, la tension artérielle, c'est important. Donc on s'est dit, il faudrait qu'on puisse utiliser le digital. On est dans une ère, comme vous l'avez dit, numérique. Tout le monde a accès au digital, depuis les jeunes, la population adulte. Tout le monde. Pourquoi pas? Ouais. Et il y a cette composante digitale qui est dans le cadre de ce projet qu'on mettait en œuvre. Donc, on a fait appel à des startups sénégalaises qui nous ont vraiment élaboré cette solution digitale Saytu-Tension qui comprend plusieurs composantes. Il y a déjà un site web qui est accessible à toute la population sénégalaise qui peut aller voir dans ce site web où il y a des blogs où on donne des informations. Il y a un outil pour s'auto-évaluer par rapport au risque cardiovasculaire. Il y a des recettes qu'on poste pour avoir une alimentation saine. Et quelquefois, il y a des capsules vidéo pour susciter les gens à plus bouger, à faire de l'exercice physique. Okay. Donc vraiment pour concourir à une bonne amélioration de leur état de santé. Donc ça, c'est le site web. À côté de ce site web, nous avons un chatbot. Donc on utilise un peu l'intelligence artificielle, qui est en français et en wolof, où les gens peuvent poser des questions et peuvent recevoir des réponses en rapport avec l'hypertension. C'est très bien. Ça marche avec l'audio ou tout simplement? Oui, avec l'audio. Très bien. Ça marche avec les messages textes aussi. Donc ça permet vraiment d'avoir des informations parce qu'on sait que le problème, c'est la méconnaissance de cette population par rapport à ces maladies et les facteurs de risque qui sont associés à ces maladies. Ce sont des pathologies qui sont évitables. Donc il faudrait qu'on puisse renforcer cette sensibilisation. Et à côté de ce chatbot, il y a une application mobile qui est destinée aux prestataires de santé et qui est destinée aussi aux patients qui sont suivis, mais aussi les acteurs communautaires qui sont très proches de la population, qui mènent beaucoup de campagnes de sensibilisation. Et ça permet, à travers cette application, d'avoir un bon suivi de ces patients avec un système de rappel des rendez-vous, mais aussi un suivi par rapport aux données. On parlait tout à l'heure de données, parce que là aussi, c'est un point faible par rapport à notre système sur les maladies non transmissibles, c'est l'insuffisance de ces données. Donc, à travers cette solution digitale, on essaie quand même de voir si on va pouvoir régler certains problèmes en attendant qu'on puisse avancer. Alors, Sarah? Très important et très intéressant. J'allais vous interpeller sur la question de la langue, mais quelque part, vous y avez répondu, parce que quand on parle de sites qu'il faut aller consulter, ce n'est pas accessible pour tout le monde. Ce n'est pas accessible pour tout le monde. Et donc, il faut trouver une solution pour toucher davantage la masse. Heureusement qu'il y a ce chatbot qui existe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez dans le sens de vulgariser davantage cet outil-là, parce qu'il faut se déplacer, aller dans les régions également et même les coins les plus reculés pour parler aux populations, pour les habituer à utiliser ces outils-là, sinon
Effectivement. La trouvaille, elle est belle, mais elle ne sera pas véritablement utile. Effectivement, effectivement. Donc, c'est une phase qui est très, très importante. C'est la sensibilisation, faire un peu de marketing digital, faire connaître toutes ces plateformes qui existent. Donc, pour l'instant, on est à Dakar, mais tout en sachant que le site web, le numérique, ceux qui sont à Kaolack, à Touba, pouvoir avoir accès à ces informations. Tout à l'heure, je disais qu'on utilise les acteurs communautaires parce qu'on sait qu'il y a ce blocage par rapport à la langue. Pour l'instant, on est au français et au wolof. Ceux qui parlent tout couleur, c'est vrai que les autres langues, peut-être, ne pourront pas avoir accès à cela. Et c'est pour cela qu'on utilise aussi les acteurs communautaires qui sont outillés, qui ont eu des orientations par rapport à la pathologie et qui pourront nous servir actuellement de relais, le temps qu'on puisse étendre les langues et aller au-delà du français et du wolof et pouvoir toucher le maximum de la cible de cette population sénégalaise. Alors, au-delà de l'hypertension artérielle, est-ce qu'il serait possible de voir les palettes, en tout cas, élargies à d'autres maux, à d'autres maladies non transmissibles qui font également des ravages dans notre pays, comme par exemple le cancer. Effectivement. Voilà. On a commencé avec l'hypertension artérielle, comme c'est quelque chose en phase test. Il faudrait qu'on commence par quelque chose. Si on l'évalue et qu'elle marche très bien, on l'étend. Il faut savoir qu'à côté de Saitou Tension, il y avait une autre application, une autre solution digitale qui existait, c'était Saitou Hémophilie. Et je pense que c'est méconnu. L'hémophilie, c'est une maladie non transmissible aussi, due à des problèmes de troubles de la coagulation. Exactement. Et voilà, ça aussi, ça existe. Donc, vraiment vulgariser, commencer par l'hypertension artérielle et puis aller progressivement vers les cancers, le diabète, les affections respiratoires chroniques. Et vos objectifs, en fait, sur une population de 17 millions d'habitants, si je ne me trompe pas, 18 millions. Alors, vous tablez sur quel échantillon de la population? Là, l'échantillonnage, pour l'instant, c'est sur Dakar, comme je l'ai dit, parce que c'est un projet qu'on met en œuvre. Si ça marche à Dakar, donc on peut Dakar, on sait que c'est vraiment un melting pot. Voilà. C'est normal aussi. Une bonne part de la population est à Dakar. Voilà, donc sur Dakar, si on arrive vraiment à toucher une bonne partie de la population, l'extension vers les autres régions ne va pas du tout poser problème. L'idée, c'est véritablement, et je veux qu'on soit vraiment très pratique et très simple pour nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, c'est de pouvoir télécharger Saitou Tension, c'est ça? Saitou Tension. Disponible sur Google Play Store. Oui, Play Store. Pour l'App Store, actuellement, on est dans des instances de discussion pour pouvoir l'avoir, mais c'est disponible sur Play Store. Il y a le site web aussi qui est fonctionnel, qui est actuellement disponible, sans oublier les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Twitter, voilà. Et puis, bon, ce n'est plus Twitter, X, et puis il y a une page aussi YouTube qui existe. Ça serait bien aussi qu'il soit disponible sur TikTok, parce qu'il est vraiment utilisé par aujourd'hui de plus en plus de Sénégalais, surtout la tranche du troisième âge. Voilà, ils sont tous maintenant sur TikTok. J'ai l'impression que c'est disponible aussi sur TikTok. Ah, c'est bien, alors c'est bien. C'est important. La suggestion, mais vraiment félicitations, et j'en suis ravi. Je pense que il faudrait que, comme c'est à Dakar, qui est la miniature, le Sénégal en miniature, de prendre comme soubassement les amicales des étudiants ressortissants de XY. Parce que comme ils sont là et là-bas, et ils font les va-et-vient, ce serait un bon support. Et puis d'autant plus que le challenge serait que chaque étudiant, en repartant dans le village des Yènes, puisse enrôler 3 ou 4 personnes de son environnement immédiat. Je pense que ce serait une bonne approche. Effectivement, ça c'est une excellente suggestion et je pense qu'on va bien prendre note par rapport à cela. Et voir, déjà comme nous on disait tout à l'heure, cette lutte elle est multisectorielle. Il faudrait qu'on travaille avec les autres secteurs, à l'éducation nationale, où on pourrait vraiment plus toucher les enfants. Tout à fait. Et c'est important, donc l'enseignement supérieur aussi, voir comment tous ces étudiants et autres puissent avoir accès à ces solutions et être au courant de ces pathologies qui sont vraiment alarmantes actuellement, vu la mortalité liée à ces pathologies. Juste en guise de rappel sur, par exemple, les signes, en tout cas, qui permettraient de déceler l'hypertension artérielle, et puis aussi les conséquences, parce que c'est bon toujours, il ne s'agit pas d'être
un peu catastrophiste sur les bords, mais quand même de tout faire pour que ça soit vraiment alarmant et que les gens puissent prendre compte de l'importance donc d'une prise en charge précoce de l'hypertension. C'est ça. Je l'ai dit tout à l'heure, l'hypertension artérielle, malheureusement, la plupart du temps, il n'y a pas de signe. La personne vit avec. Mais il y a quelques signes quand même qui peuvent faire penser à l'hypertension artérielle. Ce sont des céphalées intenses, des maux de tête. Il y a le flou visuel ou bien la sensation de mouche volante. Il y a les bourdonnements d'oreilles. Donc, quand on a ces signes, quand même, il faudrait penser à aller consulter, insister à aller voir un infirmier pour qu'on puisse vous prendre la tension artérielle et écarter la probabilité de l'hypertension artérielle. Le sucre, le sel, il y a... Ah oui. Si. On a dit tout à l'heure qu'il y a des facteurs de risque qui sont liés à ces maladies non transmissibles, dont l'hypertension artérielle. Et ces facteurs de risque, c'est déjà l'alimentation. Si elle n'est pas saine, c'est l'alimentation qui est trop riche en sucre, en sel, en matière grasse, ça favorise la survenue de l'hypertension artérielle. Mais ça, c'est tout le monde ici. Voilà. On mange trop salé, trop sucré et trop gras ici. Ça, c'est le plus gros problème. Il ne faudrait pas penser plutôt à une sensibilisation, à un retour aux sources un peu alimentaires, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les plats traditionnels qu'on faisait avant ne sont plus trop cuisinés dans les maisons. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas sensibiliser justement sur une alimentation saine, à base de produits locaux et bio aussi, sains? Oui. Et on y a pensé parce qu'on a élaboré un livret de cuisine basé sur les produits locaux. C'est avec l'appui des diététiciens, mais aussi avec des chefs cuisiniers et des nutritionnistes, mais aussi les autres experts, cardiologues, diabétologues. On a vraiment repris le tchéboudion, par exemple, national, qu'on puisse cuisiner notre tchéboudion de manière plus saine, sans oublier d'autres recettes, et tout en nous basant sur nos produits locaux. On n'a pas besoin d'aller voir ailleurs pour cuisiner. Comme le faisaient nos grands-mères. Voilà. Et retrouver le vrai goût du tchéboudion. C'est ça. Donc voilà, c'est... Utiliser je ne sais même pas pourquoi. C'est ça. C'est ça. Par exemple. Ouais. Et l'activité physique. J'ai vu tout à l'heure que vous faisiez pour parler un peu de... Voilà. On démarre la matinale toujours avec le bulletin météo et tout de suite après, on met la gym. Et je le rappelle assez souvent, il y a des téléspectateurs qui nous regardent et qui nous disent bon, la gym, c'est pas pour rien. Pour nous, c'est important. C'est un problème de santé. Il faut bouger au quotidien. Et c'est pourquoi le coach reste dans l'équipe pour rappeler cela à nos téléspectateurs tous les matins. Oui, il faut le maintenir. Il faut maintenir ce coach et même voir comment augmenter. Pas qu'un seul passage le matin, voir peut-être... rediffuser. Voilà. Merci pour la suggestion. C'est ça. Merci beaucoup, Dr Mbo. Alioune, on referme voilà, c'est ça. Merci beaucoup, docteur. Ce fut vraiment un plaisir de vous écouter. Voilà, c'était un peu la façon pour Kenkeliba qu'elle a trouvé, en tout cas, la matinale, pour nous accompagner dans cette campagne de vulgarisation pour une meilleure appropriation de Saytu Tension. Merci beaucoup. Et le message, c'est justement d'aller télécharger cette application et d'aller, bien sûr, en ligne également, consulter le site Internet. Il y a beaucoup de conseils pour vous et moi. Merci encore une fois, Dr Mbo. Voici maintenant le clip du jour. Restez avec nous. On se retrouve dans un petit moment pour la suite en plateau. À tout de suite. Caabi kër gi tëj ko ngir saa yoo wéetee mu mel ni maa ngi sa wet xalam nga ca taatu guy ga moom laa la tuddee balaa go laa lay woowee si gaal gi la nekk di joow yoo soo mën a mee seentuma si weer wa jaarul si xaalu maam ya ci àndu gàddaay ga wéetaay ba sunu la fi dara desetu fi dara desetu na jëbal naa la sama xol ak xel gi yéeg lu gërëm lay ci nam mel kaay naa reis Basuma sore do topp jali do dem bàyyi ma fi basuma guure
Masumaku de beset dore mado de frunya. Nadi na nyua. Waya kawa guma kanyela. Madogal lumai kandi sorry gegen jaga chimai. Bese alubi. Yo ya igende kuna. Yamata kafe kanya butaho man madiko galgal dao. Asaman fofungu mizome. Il s'appelle H de Bex. Je vous recommande vivement d'aller suivre ses vidéos sur YouTube. C'est l'un des meilleurs de sa génération, bien évidemment. Merci à la réalisation pour ce magnifique clip du jour. On enchaîne avec le bulletin d'info. Dans la deuxième partie de cette émission, Binta Charles prendra la place de Dr Sena Bumbo. Merci encore une fois d'être passé sur le plateau de Quinqueliba. Ne bougez surtout pas. À tout de suite. Je pense que pour les organisations syndicales que nous sommes, nous avons bien apprécié cette initiative de M. le Président de la République qui nous permet de dialoguer en direct sur des questions qui préoccupent le monde du travail. Avec les camarades Moudi Guiro, Eliman Diouf et Cheikh Diop, nous avons essayé d'explorer les différentes pistes de solutions. Et surtout, nous avons essayé de nous inscrire dans un dialogue empreint de franchise et de cordialité qui permet d'ouvrir de nouvelles perspectives. Et pour nous, cette ouverture a commencé. Il ne faut plus qu'elle se referme. Pour notre part, je pense que nous sommes sûrs que nous serons toujours différents, mais complémentaires. L'opérateur politique jouant son rôle. Et nous, en tant qu'organisation syndicale, nous resterons les défenseurs du monde du travail. Le président nous a exposé sa vision du panorama politique et économique. Nous avons également fait des suggestions et des observations par rapport donc, à des préoccupations du monde du travail. Je crois que bonne note a été prise par lui de nos préoccupations. Et ce qu'il faut souligner, c'est le fait qu'on en soit au début d'un dialogue avec lui et que ce dialogue doit se poursuivre via d'autres créneaux, notamment avec le Premier ministre et lui-même avec nous-mêmes, et qu'il y ait un cycle donc, de discussion autour des préoccupations du monde du travail. Après sa prise de contact avec ses directeurs et chefs de service, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, ouvre ses portes aux syndicats pour recueillir leurs doléances et exposer la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est le sens de cette rencontre avec les représentants du G7. C'est donc une rencontre très fructueuse, mais de belles perspectives. En tant que syndicat, nous avons été tout à fait enthousiastes à l'entendre parler au regard du développement qu'il a fait du contenu de ses ambitions. Mais nous n'avons pas également manqué en tant que syndicat de rappeler nos fortes attentes. Des fortes attentes qui tournent autour des questions, de la question éducative. Il y a beaucoup de préoccupations. Il y a beaucoup de questions, il y a un passif assez lourd, tant au niveau de l'éducation nationale qu'au niveau d'autres ministères, que lui, ministre de l'Éducation nationale, doit porter. J'ai retrouvé des partenaires et je suis beaucoup plus réconforté aujourd'hui. Ça a été l'occasion pour moi et pour eux de parler du passif social donc à traiter très vite, très vite, parce qu'il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, il le rappelait tout à l'heure, c'est la refondation et c'est la transformation systémique donc, de l'école sénégalaise. Et il nous faut apurer donc ce passif-là social. Et ça a été intéressant de comprendre pourquoi il y avait ce blocage. Et je pense que dans le secteur et avec d'autres collègues dans le gouvernement, nous pourrons très vite apurer donc ce passif social. Plusieurs autres sujets ont été abordés durant cette rencontre. La question des décisionnaires, l'environnement des écoles, l'audit et le recrutement du personnel, les allocations budgétaires, entre autres. Des préoccupations qui, pour le ministre, recoupent bien avec le projet de passer d'un système éducatif à une société éducative. Ça a été l'occasion de présenter la vision du chef de l'État, la vision du gouvernement
comment nous devons passer de ce système éducatif-là à une société éducative, en impliquant beaucoup plus de communautés et en misant sur le socle de valeurs que nous connaissons et qui fait de nous ce que nous sommes, ce socle africain. Mais au-delà donc de ce socle africain, ça a été aussi l'occasion de pointer, de mettre en avant l'importance de ce qui aujourd'hui gouverne le monde, les questions liées au digital, l'intelligence artificielle et les questions aussi liées au développement durable. Le national a entamé une refondation et nous avons pris l'engagement avec lui de l'accompagner. Mais de l'accompagner également en faisant en sorte que l'enseignant soit au centre de cette refondation, qu'il soit suffisamment motivé, mais qu'il croit devoir être dans la dynamique, parce qu'en définitive, c'est de ça que notre pays a besoin. La transformation de l'éducation. L'engagement est donc pris pour matérialiser la vision de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye. Le ministre de l'Éducation nationale a invité à une synergie de tous les acteurs de l'éducation pour une refondation du système éducatif. Cette saisie record de 19 tonnes de produits impropres à la consommation a été faite d'arrache-pied. En un mois, la sous-brigade d'hygiène de Thiès, qui regroupe les communes de la ville de Thiès, de Kayar, Djender, Pout, Kermoussa et Fandène, a saisi ces produits durant la période pré- et post-Ramadan. Une période de forte consommation où la vigilance est de mise pour ces policiers de la santé. Le service d'hygiène fait des efforts par rapport à ces produits impropres à la consommation pour 3 raisons. Donc la première raison, c'est que la consommation de ces produits impropres, c'est vraiment un grand problème de santé publique. Donc l'OMS parle de pratiquement 600 000 millions de personnes qui sont affectées par la consommation de produits impropres. L'autre raison aussi, c'est qu'au niveau du code de l'hygiène, surtout à travers l'article L45, l'État nous demande de retirer de la vente donc, ces produits qui sont impropres à la consommation. Donc, la troisième raison, c'est qu'au niveau de la région de Thiès, donc, nous avons souvent beaucoup de réclamations. Du côté des associations des consommateurs, on félicite et encourage les agents. Elles en appellent à une meilleure
Protégé aussi pendant la saison hivernage. C'est ce qui est le plus simple et c'est ce qu'il y a de moins de risques. Il faut faire des passerelles en bas. Il faut aussi penser à des sortes de tunnels. Partout, il faut faire des tunnels. C'est ça la solution. C'est ce qu'il y a de moins coûteux et c'est ce qu'il y a de moins de risques. Voilà. Nous devons penser autrement. Pourtant, les autorités municipales, en collaboration avec les forces de l'ordre, effectuent souvent des opérations de déguerpissement sur les passerelles, mais il suffit juste de quelques jours pour les voir occuper à nouveau les lieux. Finalement, ça ressemble à un aveu d'impuissance. Pour l'État, moi, je crois qu'eux aussi, c'est leur responsabilité. Il y a la gendarmerie qui est là, tout près de la passerelle. Donc, si ils laissent les marchands étaler leurs marchandises sans leur rien dire, bon, moi, je vais dire que les responsabilités, c'est à eux, quoi. Vraiment, ils peuvent vraiment essayer de faire le tout pour que les mendiants et les marchands ne s'étalent pas sur le parcellaire, quoi. Circuler à Dakar est un véritable casse-tête pour les piétons. Les trottoirs sont inaccessibles à cause d'une occupation anarchique. À hauteur, c'est encore pire, car piétons, motos, chariots, marchands ambulants et mendiants partagent les passerelles. Malgré les multiples interventions des autorités étatiques, le problème persiste toujours, obligeant les usagers à vivre leur mal en patience. 7h40, bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct depuis 6h30. Bienvenue en plateau à Binta Charles. Comment vas-tu, ma chère? Je vais très bien. Réveillée au taquet? Oui. Le sujet met Alex de ce matin. Alors, bonjour à toi. Bonjour également à notre invité, à nos chroniqueurs et également à nos chers amis téléspectateurs. Alors, pour la rubrique de ce matin, nous allons parler de la hiérarchie des normes, qu'est-ce que c'est exactement et comment comprendre ce principe majeur en droit. Mais nous allons également aussi aborder la motion de censure. Voilà, on entre de plein pied dans le sujet maintenant avant de refermer le magazine avec notre deuxième invité. On parle donc de dossier juridique, de hiérarchie des normes. Qu'est-ce que c'est exactement? On a envie de comprendre tout ça. Et la motion de censure qui... La fameuse motion de censure, ça c'est un sujet d'actualité. Hein? Sujet d'actualité, Binta Charles. Tout à fait. La motion de censure, on y revient dans quelques minutes, on va dire. On démarre d'abord par la hiérarchie des normes. Alors, c'est un principe en droit qui renvoie à l'idée selon laquelle il existe une hiérarchie, c'est-à-dire des degrés différents entre les différentes règles que l'on puisse retrouver voilà, dans le droit de manière générale. Alors, ce principe également nous impose ou nous pousse à nous dire que lorsqu'une règle est considérée comme inférieure, elle doit forcément être conforme à celle supérieure. Et maintenant, quand on parle de hiérarchie des normes, nous pensons forcément à la pyramide de Kelsen. Alors, cette pyramide est ainsi disposée. Nous avons tout en haut du sommet le bloc constitutionnel, la Constitution et le bloc constitutionnel. Ensuite viennent ce qu'on appelle les traités et accords internationaux ratifiés par nos pays. Et il y a également le bloc de légalité. Quand on parle de bloc de légalité, c'est tout ce qui est loi votée au sein de l'Assemblée nationale. Et enfin, nous avons les règlements. Alors, dans ce bloc réglementaire, nous avons tout ce qui est décret présidentiel, arrêté ministériel ou arrêté pris par toute autre autorité préfectorale, etc. Et voilà, c'est un principe très important qu'on ne peut écarter en droit, puisqu'à chaque fois qu'il est violé, la loi inférieure sera tout simplement anéantie. Donc nous avons l'exemple le plus récent avec le chef de l'État qui avait pris un décret abrogeant, voilà, l'appel du corps électoral. On a eu également une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale pour prolonger le mandat du président de la République de 10 mois, justement. Alors là, le Conseil constitutionnel s'est dirigé en défenseur, en gardien, pour tout simplement anéantir cette loi qui prolonge une disposition constitutionnelle, vu que dans la Constitution, il est mentionné comme durée 5 ans. Donc vous comprenez, peu importe l'autorité ou la personne, en tout cas, qui entrave
à cette loi, elle sera tout simplement sanctionnée. Alors, si on en vient également à la motion de censure, qui est aujourd'hui un sujet d'actualité, comme vous l'avez évoqué, il faudrait comprendre que c'est une initiative par laquelle les députés désavouent publiquement le gouvernement en le sanctionnant, puisque une fois votée cette motion de censure, le chef du gouvernement devra démissionner, voilà, carrément, et voilà, et emportera son gouvernement. Donc, d'habitude, on a l'habitude de le voir dans un régime parlementaire, puisqu'on a ce qu'on appelle un peu la maîtrise des pouvoirs. Le pouvoir exécutif peut agir sur le pouvoir législatif à travers notamment la dissolution de l'Assemblée nationale. Et en contrepartie, le législatif peut agir sur l'exécutif à travers aussi la motion de censure. Et voilà, un autre moyen, c'est comme en histoire-géographie, on parlerait de guerre froide. Chacun des belligérants dispose en tout cas d'une arme, cette arme nucléaire-là, qui fera en sorte que, voilà, l'on va se respecter. Donc, c'est ce qu'on peut retenir de ce qu'on appelle la motion de censure. C'est ça, c'est comme un petit droit de veto que chacun a finalement sur le... Alors, un citoyen peut-il dénoncer une loi inconstitutionnelle et dans quelle mesure? Oui, un citoyen peut le faire. Cependant, ça va être dans un cadre très strict, dans le cadre d'un procès, par exemple, lorsque la partie adverse base son argumentaire sur une loi qui semble être inconstitutionnelle. Moi, en tant que partie, je peux soulever cette exception d'inconstitutionnalité devant le juge. Dans ce cas, le juge est obligé de stopper le procès pour d'abord statuer sur la conformité ou non de cette loi et la Constitution. Et si effectivement cette loi est non conforme à la Constitution, on va tout simplement l'écarter de ce procès. Il faudrait trouver un autre argumentaire, mais attention, dans ce cas, on ne l'anéantit pas. Ça veut dire cette disposition ne sort pas de l'ordonnancement juridique, ça reste quand même au niveau des deux parties. Cependant, nous avons un autre moyen, c'est ce qu'on appelle le contrôle par voie d'action. Tout à l'heure, on était à un contrôle par voie d'exception évoqué par le citoyen, par des parties privées dans le cadre d'un procès. Et par voie d'action, on se rappelle la dernière fois, nous avions dit que la loi, avant d'être applicable, opposable aux citoyens, il faudrait qu'on la promulgue et qu'on la publie. Dans ce cas, avant sa promulgation, si l'un des députés, ou en tout cas une partie prenante, demande ou soulève cette exception par voie d'action, ceci prendra effet. Et dans ce cas, la loi ne sera jamais promulguée. Du coup, elle est complètement anéantie. Donc, c'est différent de l'autre procédure qu'on a soulevée tout à l'heure. Alors, on retient par voie d'action, par voie d'exception. Wow. Deux autres questions pour terminer. Lorsqu'une norme internationale semble contraire à la Constitution et qu'on souhaite l'introduire dans notre pays, comment on peut procéder? Alors, l'on ne peut être au-dessus ou tout simplement, aucune loi ne peut être contraire à la Constitution, qu'elle soit nationale comme internationale. Ce qui peut se faire, si jamais l'on souhaite ratifier, c'est-à-dire incorporer une loi internationale, un traité, un accord dans notre ordonnancement juridique, il faudrait forcément, si elle est non conforme, il faudrait soit qu'on change notre constitution, c'est-à-dire qu'on la révise et autres, pour l'adapter par rapport à ces dispositions, pour qu'ensuite on puisse l'appliquer, on va dire. Ça veut dire que c'est non, sauf si on revoit la Constitution. Tout à fait. Dernière question, je la prends en charge également par rapport à la motion de censure, justement. Est-ce que c'est le seul moyen qui existe pour provoquer la démission du gouvernement? Tu l'as expliqué tout à l'heure. Et quelles sont ses chances d'aboutissement au Sénégal, par exemple? Parce que le sujet est sur la table. Et sur la table, hein, on en parle. Alors, la motion de censure, ce n'est pas le seul moyen ou la seule arme dont dispose
le législatif. Dans le régime parlementaire, le législatif dispose de 2 moyens. On a ce qu'on appelle la motion de censure, mais on a également la question de confiance. Alors, la motion de censure, c'est à l'initiative des députés, mais la question de confiance, c'est le Premier ministre lui-même qui demande aux députés une question. C'est une question qu'il pose pour leur demander si effectivement il renouvelle sa confiance à son gouvernement, soit après la déclaration d'une politique générale ou la présentation d'un texte et autres. Et ce sera le même procédé si jamais les députés sont contre. Alors, ça va entraîner la démission du gouvernement. Alors, si c'est oui, on poursuit. Alors, pour les chances d'aboutissement au Sénégal, ce n'est qu'arrivé qu'une fois. Et c'était en 1962, la grande crise entre Senghor et Dia. Donc, une motion de censure a été votée contre le président Dia, qui a ensuite été démis de ses fonctions. Après, on en a connu plusieurs fois sous... Abdou Diouf, par exemple, en 1998, il y a eu une motion de censure contre le gouvernement de Mamadou Lamine Loum. Et on a également, en 2001, du temps de Maître Abdoulaye Wade, également, une motion de censure contre Mamadou Boye. Et même sous le président Sall, il y en a eu des motions de censure, je pense notamment contre Abdoul Mbaye. Et voilà, même contre Amadouba récemment. Mais les chances d'aboutissement sont véritablement moindres. Et je pense même la prochaine... c'est pas sûr que ça aboutisse en tout cas. Non, ils n'ont pas intérêt à ce que cela aboutisse parce que, comme vous dites, il y a l'équilibre de la terreur. Voilà, c'est ça, il y a l'équilibre de la terreur. Voilà, vous faites motion de censure, moi je dissous l'Assemblée nationale. On va suivre tout ça. Voilà, le salaire là, je ne vois pas nos amis députés prendre le risque de le faire. Allons à Toubab Dialaw. Merci beaucoup, ma chère Binta Charles. L'équilibre de la terre, j'aime bien ça. On termine le magazine maintenant avec la coordonnatrice de Dialaw Festival. Vous nous invitez à nous exprimer avec l'art, tout simplement, avec un grand A. On va chez Ibou également. Et c'est ce week-end que ça va se passer. Voilà. Et ne vous fiez pas à l'apparence. Nanga def yaa ngi si jàmm. waaw ça va alhamdulilah maa ngi sant yàlla. nag festival bi yéen a ngi koy waaj bu baax. waaw ñu ngi koy waajal bu baax a baax. te festival bi dina am way fecc. dina am lu nekk dina am way dina am fecc dina am théâtre ay concert ay conférence ay waxtaan si thème bi. dina am tamit ay activités pour xale yi. voilà. ok pourquoi ngeen choisir lu tax ngeen taamu Dialaw ngeen def ko fa. bon lii tax ñu taam Dialaw parce que Toubab Dialaw la judo presque mën naa wax ne Toubab Dialaw la judo parce que bon bi ma amee ñeenti at laa fa dëkk ak samay waajur. sama papa homme de culture la woon. Gérard Chenet. Ah oui. Voilà. Bon, je continue juste en français. Allez-y. C'était une belle introduction. Gérard Chenet, véritablement une... C'était un piège, quoi. C'était vraiment pour le public local, le public national. Bien de chez nous. Mais comme Kenkeliba est un plateau international et nous avons tellement de nationalités également qui nous regardent, c'était juste pour leur dire, écoutez, il ne faut jamais se fier à l'apparence. Du tout, aux apparences. Voilà. C'est une Sénégalaise bon teint qui est là, sur ce plateau. Et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau, votre plateau, donc Rachel Sigué Chenette. Et vous êtes donc la co-directrice de Dialaw Festival. Alors c'est un festival parmi tant d'autres, mais quelle est aujourd'hui la plus-value vraiment de Dialaw Festival par rapport à ces autres-là? Le Dialaw Festival Rythme et Forme du Monde a été créé il y a 12 ans par mon père, qui était un homme de culture, comme je le disais. Une figure emblématique quand on parle de Toubab Dialaw. Il a été conseiller au ministère de la Culture du temps du président Léopold Sédar Senghor. Et donc, ça remonte déjà à pas mal de temps. Bien sûr. Et donc, il a créé ce festival-là et l'association APDD, Association pour la promotion et le développement durable du Dialaw, qui œuvre pour l'art, pour tous, et pour l'écologie aussi, dans les actions éco-responsables. Et ce festival-là est un festival qui est pluridisciplinaire. Donc, on y organise des spectacles de danse, de théâtre, des concerts, des ateliers, des discussions. Et le festival est entièrement gratuit et ouvert à tous. Voilà. Okay. Et quand je parle de plus-value, c'est vraiment une tribune, ce festival-là, pour tous les défenseurs de l'environnement, pour les écologistes. Parce qu'il est question, par exemple, pour le thème de cette année, alors on va s'arrêter là-dessus, la place de l'art et de la culture dans la transition écologique, économique
et sociale. C'est pour dire que c'est plus même une activité scientifique finalement. Tout à fait. Alors, pour tout vous dire, nous, donc Sayouba Sigé et moi-même avons repris la co-direction depuis l'année dernière. Donc, c'est notre deuxième année. Et on a tenu vraiment à impliquer les populations de Toubab Dialaw dans ce projet-là. Donc, le thème, chaque année, est choisi en commun accord avec un comité composé d'artistes de la localité de Yen et Toubab Dialaw, qui est composé également de personnes lambda, de mamans vendeuses de poissons, de pêcheurs, de lutteurs, de jeunes, de forces vives de Toubab Dialaw. Et le thème est choisi voilà, lors d'une réunion que l'on fait après chaque édition pour voir maintenant quelles sont les questions que tout le monde a envie d'aborder. Et à chaque fois, ce qui revient, c'est l'écologie et la culture et la place de l'art dans la transition écologique. Donc, on n'est pas expert en écologie, mais on veut tendre vers... Vous suscitez le débat, au moins ça, oui, c'est quelque chose. On a envie de tendre vers. On est accompagné depuis l'année dernière par l'association Sénégal Zéro Déchet qui dispense des formations aux personnes voilà, de Toubab Dialaw et des environs à l'utilisation d'objets recyclables et recyclés et à la limitation des déchets au quotidien. C'est pratiquement chez vous. Hein? C'est chez nous parce que Toubab Dialaw, nous avons 9 communes. Donc Toubab Dialaw, Nditar, Kel, Yenigé, Yenikao, Yeniton, Ndoukra, Ndiaye Hay. Tout ça, c'est nous. Donc du coup, je suis tenté d'interpeller. Est-ce qu'il y a une périodicité des activités? Bien sûr. Alors, au-delà du festival, il y a l'espace culturel, anciennement espace culturel Sobobadé, qui a été rebaptisé espace culturel Gérard Chenet depuis le départ de mon père l'année dernière, en 2022. Donc, l'espace culturel existe et mène des actions pendant toute l'année, des actions justement dans l'écologie et également en atelier, des ateliers pour les enfants, des résidences d'artistes, voilà. Je rappelle que Sobobadé est mitoyen de l'emplacement de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Exactement. Donc, du coup, venez visiter, venez prier et vous allez vous en rendre compte. Exactement. Très bien. Alors, par rapport à ce festival, récemment, nous avons reçu, par exemple, des artistes venus du Brésil, qu'on a reçus sur le plateau de la RTS2. Alors, c'est une manière pour vous également de créer un réseautage. Ils nous ont dit que... ils ont même eu à collaborer, à faire des clips vidéo avec des artistes locaux. Pour vous, c'est une fenêtre carrément? Bien sûr. Pour nous, c'est important que les artistes locaux de Toubab Dialaw, du Sénégal et du monde entier se rencontrent. C'est une plateforme internationale de rencontres entre artistes, entre penseurs, entre... voilà, toute personne qui a envie d'œuvrer pour un monde meilleur. Parfait. Des participants, justement, une idée pour cette édition. Qui vient, qui y sera? Elle a parlé tout à l'heure d'artistes qui viendraient du Brésil. Est-ce qu'il y a d'autres nationalités, d'autres artistes venant d'autres pays? Bien sûr, cette année, on a des artistes qui viennent du Japon. Une compagnie de danse qui vient du Japon. On a la Suède qui est représentée, la France qui est représentée, le Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, le Togo, le Mali, le Burkina Faso. Qu'est-ce que j'oublie? Le Sénégal, il faut qu'il soit représenté. Bien sûr. Le Nord-Rabin sera de la partie. Le Congo, la France et le Sénégal, bien sûr. Chaque année, vu qu'on est dans un village lébou, et on sait très bien que la culture lébou est une culture très forte, le village de Toubab Dialaw est vraiment un village très culturellement important. Et chaque année, on met à l'honneur cette culture-là pour montrer son importance. Et donc, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de Conseil des ministres à 20h. Nous, à 20h, ce sera la cérémonie d'ouverture de notre festival. Et on ouvre le festival cette année avec un défilé de Ndaourabine, avec des enfants du village, des mamans et des papas aussi, qui ont envie de participer et montrer leur culture. On prévoit également une conférence chaque année sur la culture lébou pour parler de cette culture-là et de ses bienfaits. Donc c'est du 24
au 28, c'est ça. Ça C'est démarre ça. aujourd'hui et ça se termine le 28. Dimanche. On invite évidemment tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment à y faire le déplacement. Je peux prendre quelques jours pour y aller ou pas aller Je suis obligée d'être là demain à 16h30. Venez, on vous nourrit, vous aurez tout et vous aurez la main. Surtout de faire un appel au maire, mais surtout également les partenaires commerciaux oui, qui sont là-bas. tout à fait. Pour le soutien. World, n'est-ce pas? Bien Et sûr. également le port vraquier. Parce que je pense que dans leur RSE, il faut qu'ils accompagnent notre identité locale, culturelle et nationale. Est-ce que c'est déjà le cas? Il y a des Parce que partenaires. vous avez beaucoup d'invités et ça demande, j'imagine, Une logistique importante, absolument. Bien sûr, le maire de la commune de Yenne nous accompagne, Massamba Gueye, il nous accompagne depuis plusieurs années. Voilà, depuis qu'il est là, il est avec nous. C'est vraiment un soutien important parce que le festival, c'est son festival aussi, parce que nous sommes dans sa commune. Donc nous le remercions vraiment beaucoup pour son soutien et le ministère de la Culture également. Voilà, que l'on remercie cette année qui nous a fait confiance. La Wallonie-Bruxelles aussi. On remercie beaucoup de leur confiance depuis plusieurs années. On espère vraiment être à la hauteur de leur confiance. Le NIC aussi, voilà, on est suivi et on est très content de ces partenariats-là. Parfait. Merci à vous beaucoup. de reprendre le flambeau pour qui a connu votre père et son amour justement pour Toubab Dialaw et tout ce qu'il a eu à faire pour la culture. C'était important de rester dans la continuité. Merci Exactement. de perpétrer le legs. Dialaw beaucoup. Festival, c'est du 24 au 28. Merci encore une fois, Rachel Merci à vous. Sigué-Chenet d'être passée sur le C'était plateau. un plaisir. Et merci à notre ami Philippe. Exactement, j'allais lui passer bien ça. le bonjour, mais c'est déjà fait. Alors Philippe, donc Qui est aussi de l'autre côté, qui a tout arrangé l'un pour des nous. autres sergents recruteurs de Kenkeliba. Parce que nous avons nos sergents recruteurs un peu partout dans ce pays. Voilà. Philippe, merci. Merci beaucoup, ma chère Binta Charles. On va remercier aussi le ministère de la Culture, évidemment. Bien sûr, je l'ai dit, mais bien sûr. À mercredi. Voilà. Bon, j'allais dire à mercredi. Nous, à mercredi. Demain, 6h30, un nouveau Kenkeliba. Restez sur les antennes de la Une. Nos programmes se poursuivent. Excellente journée à toutes et à tous. Et merci à Extrême Collection qui m'a habillée aujourd'hui. À demain. I've gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was.